et d'être là, un peu peut-être fatigué par cette longue journée de conférence, mais je vais essayer de ne pas vous endormir. Donc le but de cette présentation, c'est de faire un retour d'expérience plutôt par rapport à notre équipe, une toute petite équipe donc, que je présenterai après, sur la mise en place de rétrospectives, tous les moments où on s'est cassé la gueule pour que vous évitiez de faire pareil, et peut-être des petites astuces ou des exercices voilà, issus de notre expérience. Donc c'est vraiment en toute humilité, on n'est pas consultant, on ne vend rien ni rien, donc voilà, on n'a pas le savoir absolu. Mais le but, c'est vraiment que vous ressortiez de là avec peut-être justement l'envie de changer des choses au sein de votre équipe. Alors tout d'abord, un grand merci aux sponsors. Voilà, j'ai essayé de refaire mes slides au dernier moment parce que il a fallu qu'on... Voilà, donc j'ai refait le design, du coup il se peut que ça soit dégueu parce que j'ai perdu mes anciens trucs. Donc voilà, c'est vrai que pour tous ceux qui ont organisé de près ou de loin un événement, sans les sponsors, il n'y a rien. C'est ce qui permet à des gens de partager des choses et à d'autres d'apprendre. Donc voilà, merci à ces gens-là qui rendent possible ce type d'événement. Alors, donc, comme je le disais, c'est vraiment un retour d'expérience. Donc, c'est important que vous sachiez qui on est. Alors, donc, moi, je suis le co-gérant de cette agence web, donc, qui s'appelle Oxitech. On est sur Toulouse. Donc, on fait du service, c'est-à-dire qu'on est ce qu'on appelle une SS2I, entre guillemets. Donc, on est sur plusieurs projets en parallèle, c'est-à-dire on n'a pas un produit. On a plusieurs clients aussi différents. Et en fin 2012, donc au moment où on a vraiment commencé à mettre en place les rétrospectives, on était 3 personnes, donc 2 co-gérants et 1 développeur. Aujourd'hui, on a 6 personnes. On est 6 personnes dans l'équipe. Donc du coup, les rétrospectives nous ont permis, entre-temps, il y a eu des personnes qu'on n'a pas gardées, etc. Donc ça a évolué pendant toute cette phase de vie au sein d'une équipe et d'une entreprise. Et donc la vision que je vais présenter, bon, bien que toute l'équipe y ait participé aussi, mais c'est ma vision aussi personnelle, et je suis donc le co-gérant et développeur, donc on va dire lead développeur de cette équipe-là. Voilà. Donc d'abord, on va commencer je vais commencer par faire une petite phase pour présenter grossièrement ce qu'est une rétrospective. Du coup, là-dessus, par rapport aux gens qui sont là, qui est-ce qui ne sait pas du tout ce qu'est une rétrospective ? Déjà. Qui est-ce qui en pratique au quotidien, enfin régulièrement, d'accord? Et qui est-ce qui n'en a jamais pratiqué du tout? D'accord. Bon, donc du coup, voilà la présentation. Donc, une rétrospective, là on fait une petite partie théorique. Le but, vraiment général, c'est de s'améliorer en tant qu'équipe ou qu'organisation en expérimentant des choses. Donc on va regarder ce qu'on a fait, on va essayer des choses et on va analyser ce qui s'est passé pour voir si c'était bien ou pas. C'est vraiment ça le but ultime des rétrospectives. C'est de s'améliorer de manière continue en tant qu'équipe ou organisation. Du coup, pour pouvoir faire des rétrospectives, il y a quand même quelques prérequis à faire passer au sein de toutes les personnes qui y participent. C'est déjà de s'approprier la démarche. C'est-à-dire que les personnes qui vont participer à une rétrospective, ça serait bien qu'elles comprennent que le but, c'est pas de taper sur certains, voilà, mais c'est vraiment de s'améliorer tous ensemble, et de manière anonyme, etc. Donc en toute transparence. C'est aussi d'inviter les gens, plutôt que de les forcer à venir. C'est-à-dire que, bon, surtout au niveau de grosses organisations, ça peut être bien, sur certains types de rétrospectives, de faire venir des gens, des achats ou du service commercial, ou voilà. Le but, c'est que ces gens-là, c'est pareil, soient invités en disant bah, tu as quelque chose à apporter à tout le monde en participant à cette rétrospective pour échanger. C'est beaucoup mieux que de dire bah, à telle date, tous les développeurs, vous venez pour faire ça et on va dire pourquoi tout le monde fait n'importe quoi et rien ne va. Une chose qui me semble importante, c'est d'instaurer un climat où il y a la liberté de parole. C'est-à-dire que si faire une rétrospective, c'est dire des choses bateaux, du monde des bisounours, des trucs super génériques, ah, on a été un peu en retard, ah, voilà, bon, bah, c'est parce que on a fait des erreurs, ah bon, bah, tant pis, bah, aux prochaines actions, bah, on fera plus d'erreurs, voilà. C'est du temps de perdu, quoi, ça sert à rien. Le but, c'est d'essayer de pouvoir avoir un maximum d'idées
Et pour ça, du coup, la liberté de parole dépend aussi des personnes qui participent. Donc essayez de voir toujours si ce sont les bonnes personnes, s'il n'y a pas la possibilité de faire d'autres rétrospectives à buts différents. De la même manière, l'écoute est très importante, c'est-à-dire que savoir écouter l'autre et le comprendre sans forcément dénigrer tout ce que quelqu'un d'autre va dire parce qu'il n'a pas le même avis, c'est quand même un prérequis qui me semble assez important pour que les rétrospectives soient constructives. Voilà. Sur la partie du déroulement d'une rétrospective, donc déjà ça a lieu de manière récurrente et de manière régulière. Alors pour ceux qui travaillent avec des sprints, idéalement c'est à faire à chaque fin de sprint pour analyser ce qui s'est passé sur le dernier sprint. Chez Oxitec, on est, comme je l'ai dit, on est une agence de service, donc on est multi-client. Donc on a des sprints qui sont courts, des sprints qui sont longs, on en a plusieurs en parallèle, etc. Donc nous, c'est calendaire, c'est-à-dire c'est tous les mois, on a une rétrospective. Voilà. Et donc on fait le point sur tous les différents projets, c'est-à-dire notre équipe en tant que produit, entre guillemets, voilà, par rapport au projet des clients. Et donc à chaque rétrospective, voilà en gros le schéma d'une rétrospective. C'est dans un premier temps de faire une petite introduction de mise en place, en expliquant le but de la rétrospective, en l'occurrence s'améliorer, voilà. On peut faire, alors ça nous on l'a jamais encore expérimenté, donc c'est la pure théorie, je ne sais pas, des rétrospectives avec un but réel, c'est-à-dire cette rétrospective aura pour but de savoir comment on peut mieux vendre notre produit auprès des 15 à 20 ans, voilà par exemple. Donc, et du coup, on ne fait pas venir les mêmes personnes, etc. Mais ça peut permettre de voir sur cette dernière année pourquoi on n'a pas de personnes de 15 à 25 ans et comment on pourrait faire pour en avoir. Voilà. Donc une première mise en place générale, très rapide. Ensuite, il y a une première phase de récolte des données, c'est-à-dire sur le dernier créneau temporel, qu'est-ce qui vous a marqué? Juste des données brutes. À partir de là, on va essayer d'extraire des patterns et des pistes et de dire pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Qu'est-ce qui nous a amené à faire que on a fait des bugs partout? Et donc suite à ça, on va pouvoir vraiment partir dans la partie amélioration, se dire qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour ne plus faire ce qu'on n'a pas fait, enfin ce qu'on a mal fait, ou alors pour faire de manière plus systématique ce qu'on a réussi. Voilà. On a fait des bugs, c'est pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour plus faire de bugs? Et donc on a des actions qu'on va pouvoir expérimenter. Peut-être ça va pas marcher, peut-être ça va marcher, et on se sera amélioré un petit peu en tout cas. Dans tous les cas, même si ça n'a pas marché, on aura retiré des leçons. Et enfin, donc à la fin de la rétrospective, voilà, finir ça en formalisant peut-être les actions. Il y a des petites activités pour ça. Voilà. Donc c'est vraiment une rétrospective, c'est ces 5 points-là. C'est bien de les marquer et qu'on sache un peu où on en est. Et le fait de structurer ça, ça va permettre une meilleure, à mon sens, ça va permettre d'avancer de manière plus efficace. C'est-à-dire que si dès le début on dit moi j'aimerais bien qu'on fasse ça, on va perdre tout l'aspect exploration des différentes solutions. Voilà. Pour la partie théorique, il a un très bon bouquin, donc c'est pour ça que je ne vais pas en faire plus, qui s'appelle Agile Retrospectives, chez les Prague-Prog. Voilà, donc ça contient beaucoup de conseils pour faciliter une rétrospective. Donc si vous souhaitez changer un petit peu comment c'est fait, il y a beaucoup de conseils, notamment pour gérer en tant que facilitateur des rétrospectives qui dégénèrent, genre quelqu'un qui commence à parler tout le temps, quelqu'un qui commence à crier, à insulter un autre, enfin, tout et n'importe quoi. Et il y a également justement des astuces pour, donc c'est Scaling Agile aujourd'hui, donc pour scaler les rétrospectives en dehors d'une équipe, ou le faire entre plusieurs équipes, ou avec le marketing, avec ceci, cela. Ils en parlent dans le bouquin, donc voilà, je vous conseille cette lecture. Donc j'ai dit, c'est un retour d'expérience. Quand on lit la littérature et tout, on va se dire c'est beau et tout, puis on va commencer et pim, on va avoir des petits problèmes. Donc là, je vais maintenant parler de quelques exemples de phrases qui sont remontées dans nos rétrospectives sur ces 18 mois et d'actions qui sont remontées au fur et à mesure des rétros pour vous donner une idée concrète de chez nous ce que ça a donné pour que vous puissiez avoir peut-être des idées ou voir un peu mieux à quoi ça correspond, en tout cas chez nous. La première, celle-là, il n'y a pas eu vraiment d'action. Bon, je me spoil. En gros, c'est un jour, moi, j'ai dit là sur cette dernière sur ce dernier mois,
j'ai plus confiance dans la réalisation des tâches que je délègue. Voilà. Désolé, mais c'est peut-être pour ça. Du coup, ça justifie aussi, c'est peut-être pour ça que j'étais un peu derrière votre dos à vérifier des trucs, que j'ai voulu prendre sur moi beaucoup de choses. Et c'était un moment où voilà, ça allait pas vraiment. Ça m'a fait un bien fou de le dire, en tout cas, déjà rien que ça. Du coup, c'est déjà bien. Au moins, tout le monde l'a vu. Ça permet de crever un abcès et d'éviter d'avoir des choses sous-jacentes. Et alors, il n'y a eu aucune action directement qui a été faite, mais ça a déjà permis d'orienter différentes choses. Et puis, c'est des choses qui peuvent se dire. Et au sein d'une équipe, quand je parlais de liberté de parole, il faut être en circonstance pour que ce genre de choses puisse ressortir. Et pas seulement parce que là, en l'occurrence, c'était moi et que je suis le co-gérant, machin. Que ça puisse venir de n'importe qui. Là, ça c'est assez important de remonter des choses comme ça, parce que ça permet de crever des abcès très rapidement et de s'améliorer tous ensemble et de lever aussi des incompréhensions entre les différentes personnes, parce qu'on est des humains et c'est aussi ça, c'est se réunir entre humains pour avancer tous ensemble. Une deuxième phase, donc celle-là, ce genre de phrases par exemple, on doit les avoir assez souvent. Tiens, on a encore pas mal de bugs quand même qui arrivent jusqu'au client, du coup ça le fait pas, parce qu'on dit quand même on fait de la qualité, voilà. Du coup, par exemple, de ça, on en discute, et puis voilà des idées d'action qu'on essaye de mettre en place, on va dire, sur la prochaine itération, enfin, sur la prochaine phase. On va essayer de vraiment radicaliser les tests fonctionnels, vraiment très haut niveau, on va essayer d'en mettre en place. Du coup, en faisant ça, on sait que ça va prendre un peu plus de temps, mais on sait aussi pourquoi on le fait, et la fois d'après, on peut voir, ok, est-ce que tout le temps, le surplus de temps a été bénéfique ou pas? Est-ce qu'on s'est amélioré ou pas? Par exemple, un jour aussi, on avait fait un genre de brainstorming, enfin, j'y reviendrai après, et à la fin était ressortie cette idée de gamification, c'est-à-dire s'il y a un bug qui arrive jusqu'au client, le mec qui a validé cette fonctionnalité-là, il perd un point et à la fin, il paye les chocolatines ou ah oui, je viens de Toulouse, chocolatines. Et voilà. Et ça, par exemple, la gamification, la fois d'après, on s'est dit, en fait, c'était pourri l'idée. Ça n'a pas marché, on l'a vite arrêté. Enfin, ça commençait à dire, ouais, mais moi j'ai validé le truc, mais ça, enfin bon. Ça, par exemple, c'était nul. Mais on a essayé, au moins on le sait. Pareil, je disais qu'il y avait eu pas mal de nouvelles personnes qui étaient arrivées dans l'équipe. Et on a notamment donc, un développeur qui travaille en alternance, c'est-à-dire qu'il fait des études d'ingénieur, il est en contrat pro, et donc il arrive le mercredi après-midi pour la fin de la semaine. Et dans une rétro est remontée cette phrase-là, quand j'arrive, je ne sais pas trop sur quoi me lancer, parce que du coup, vous êtes tous en plein milieu de votre semaine à être partis à fond sur les projets. Et du coup, je me sens un peu esselé, je ne sais plus trop quoi faire. Donc ça, c'est quelque chose où on ne s'en était pas forcément tous vraiment rendu compte. Et du coup, on a dit, voilà, quand tu arrives le mercredi après-midi, c'est après-midi pair programming. Et puis voilà, comme ça au moins tu sais sur quoi on bosse. C'est l'occasion de repartager des trucs. Et c'est vrai que ça a bien marché, par exemple. Ce genre de, voilà, donc le genre de phrase et d'action qui revient. Encore une autre, c'est embêtant. On est tous sur quand on est tous sur des projets différents, c'est vraiment embêtant. Et là, c'était assez rigolo parce que c'était un mois où on était vraiment passé sur beaucoup de projets. Et c'est remonté de manière un peu unanime. C'est-à-dire c'est vraiment tout le monde qui a souffert de cette phase-là. Du coup, on a commencé à mettre en place un genre, alors, ce qu'on appelle Protect Man, c'est le Superman de l'équipe. Et ça tient toujours. Donc on a notre tête affichée au-dessus du Kanban. En fait, c'est la personne qui va permettre à tous les autres de travailler sur le même projet. Et lui, il va passer sur tous les autres projets autour. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une grosse itération et tout ce qu'on appelle des pétouilles dans notre langage. Pour les autres clients, des petites modifications, des trucs. Il y a une personne qui est chargée dans la semaine de faire ça. Donc c'est lui qu'on va voir pour ces trucs-là, ce qui permet de protéger tout le reste de l'équipe. Voilà. Et de cette manière, toute l'équipe peut travailler sur le même projet en même temps, donc faciliter la connaissance, etc. Bon, j'en fais encore une. Nos clients ne sont pas disponibles, du coup c'est difficile pour moi en tant que mes chefs de projet, mes coordinateurs, quoi, en fait, d'avoir les réponses, de pouvoir avoir la validation, d'avoir des réponses aux questions, etc. Du coup, on a modifié notre définition de prêt pour commencer une itération. C'est-à-dire, on va dire, salut client, tu veux qu'on travaille pour toi? On veut bien, on va faire une itération avec tout ça. Par contre, on ne commence pas si, au moment où on va travailler pour toi, tu n'es pas disponible. Voilà.
Et c'est tout bête en fait, c'est juste une phrase à demander avant pour organiser le planning. Mais du coup, ça a permis de résoudre ces problèmes qu'avait en l'occurrence cette personne-là et qui générait derrière pas mal d'autres problèmes. Ah putain, j'en ai encore. Bon après, voilà, je vais encore vous en dire. Voilà, par exemple, on s'est rendu compte, bah voilà, tel client, il a modifié son scope au cours de l'itération, mais il l'a pas réduit, donc il a rajouté des choses. Donc du coup, on a passé plus de temps et on a pris du retard sur le client d'après, etc. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire ça? Ah bah ouais, il faut que le client soit plus agile. Enfin, voilà, essayer de lui expliquer les compromis. On modifie le scope, donc il faut enlever des choses. Comment est-ce qu'on peut lui faire passer cette info? Ben voilà. On va faire une rétrospective avec ce client sur son itération. Et du coup, on commence à mettre en place, là en ce moment, des rétrospectives individuelles par client ou par itération, sur des grosses itérations, voilà, pour mieux échanger avec les clients. Bon, encore, après d'autres choses, ça c'est aussi pour illustrer, bah tiens, là je suis allé à une conférence, c'était chouette. J'ai discuté avec X et Y, ils ont fait des trucs pour partager la veille qu'ils font tous ensemble au niveau de leur équipe. Et ça les a vraiment aidés. Alors là, c'est pas vraiment un problème ou quoi, c'est juste, voilà, j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, ça serait pas mal. Et donc du coup, on a mis en place ce qu'on appelle des ateliers du midi, c'est voilà, du code entre midi et 2, ou des présentations, c'est-à-dire même entre nous, on se fait des présentations régulièrement. Ce genre de truc, voilà, tiens, j'ai vu tel techno, tout ce qu'on veut en fait, ou j'ai lu tel livre, voilà ce qu'il en est. Et c'est vrai que c'est cool. Mais du coup, au moins, on sait, enfin aussi, les choses arrivent et l'équipe sait pourquoi ça arrive, parce qu'on part vraiment du pourquoi pour essayer des expérimentations. Alors, voilà maintenant la troisième phase. Donc là, je vais essayer de mentionner quelques exercices, parce que du coup, en 18 mois, on a expérimenté beaucoup de choses sur le format des rétros, sur les choses à faire. Et donc là, j'ai fait un petit recensement avant de venir au sein de l'équipe de quelques exercices qu'on a vraiment bien aimés et qui peuvent s'adapter à certaines situations. Donc si vous faites des rétrospectives avec vos équipes, je ne sais pas si vous variez régulièrement le format ou quoi, mais en tout cas, sachez qu'il existe vraiment plein de choses. Les agilistes sont des gens créatifs. Donc du coup, vous trouverez vraiment énormément d'exercices qui peuvent s'adapter en fonction je sais pas, des périodes et puis même pour renouveler un petit peu les choses. Il y a ce site-là qui s'appelle donc Retromat. L'URL en fait c'est Plans for Retrospective, qui est vraiment une mine d'or. C'est-à-dire c'est quelqu'un, Corinna, je ne sais plus comment, qui a recensé, en fait, qui a fait un très gros travail de veille et d'agrégation de plein d'exercices publiés sur des blogs. Dans le bouquin dont je parlais tout à l'heure, Agile Rétrospective, là, il y a 60 pages d'exemples d'exercices. Et elle, en fait, elle les a recensés et elle les a séparés en 5 phases. Donc là, par exemple, on a un plan où il y a le numéro 3, la rétrospective. Donc dans la phase 1, on fera l'exercice 3, puis après le 6, puis le 10, puis le 24, puis le 40. On retrouve les 5 phases que j'ai présentées. Et pour chacune des phases, il y a un certain nombre d'exercices. Et du coup, on peut changer juste la première phase, la deuxième, la troisième, pour se faire à la carte sa propre rétrospective. Voilà. Et on peut en générer une aléatoire et partir de ça comme base, en virant celle qu'on n'aime pas et en bougeant. Donc ce site-là, alors à la base, c'est en anglais. Et donc, c'est sur GitHub, voilà, donc on peut le traduire. On a commencé à contribuer aux traductions. Pour l'instant, il n'y a que 41 activités, c'est ce qu'on voit en haut, qui sont traduites. En anglais, il y en a 91. Donc voilà, si vous voulez en avoir plus en attendant que soit vous aidez et venez traduire, c'est chouette, soit sinon passez sur la version anglaise et vous en aurez plus. Du coup, là, tous les exercices que je vais présenter, j'ai mis le numéro ou le lien, enfin voilà, si vous voulez aller voir, mais vous pouvez le retrouver en ligne. Voilà, donc là par exemple, l'exercice Speedbot Sailbot, c'est le numéro 19 sur ce truc-là, et si vous cliquez sur le lien une fois que ça sera en ligne, vous pourrez aller voir le détail qui explique exactement comment ça se fait. Donc là par exemple, Speedbot Sailbot, c'est un classique dans les rétrospectives, c'est de visualiser sur un tableau. Il y a un bateau qui a une voile, il est sur la mer, il veut aller sur une île jolie.
Et en bas, il a une encre. Voilà. Donc quand c'est dessiné, c'est joli, croyez-moi. Et du coup, c'est l'intérêt de. Donc c'est le moment où on peut discuter déjà. L'île qu'on va au bout, c'est quoi? C'est quoi qu'on veut atteindre? Et après, la voile, en fait, il y a du vent qui pousse dans la voile, et ça, c'est les choses qu'il faut qu'on continue à faire, ou qui sont chouettes, qui sont bien. Donc déjà, on va poser, on va brainstormer sur qu'est-ce qui est bien pour nous aider à aller vers cette île. Et aussi, il y a une encre, et ça, c'est notre frein. C'est qu'est-ce qui nous empêche d'aller par là-bas. Et donc là, ça permet de poser, donc de récolter les données, et de voir en fait ce qui nous aide à avancer et ce qui nous ralentit, pour ensuite dire, ben voilà, quelles actions on pourrait mettre en œuvre pour que ce qui nous pousse, on le facilite, et ce qui nous freine, on le vire, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un exercice assez classique, mais qui permet vraiment de visualiser les choses. Donc c'est pas mal pour commencer. Lean Coffee, ça c'est un autre exercice assez simple qui a le gros avantage d'éviter les discussions sans fin et improductives. C'est-à-dire qu'en fait, on va décider au début d'un certain nombre de sujets qu'on va prioriser, et on va dire, on va parler et on met un timer au bout de 5 minutes. Et on échange, on débat autour de ce sujet-là. Et quand le timer sonne, chacun fait oui ou non ou moins pour dire est-ce que j'ai envie de continuer à parler de ce sujet-là, ou est-ce qu'on a fait, voilà, est-ce que j'ai encore envie, j'ai encore des choses à dire. Moins, enfin, comme ça, j'ai pas spécialement d'envie. Ou alors, non, là, je pense qu'on a fait le tour du sujet, c'est plus très, enfin, la discussion est plus très productive, donc moi, je n'ai pas spécialement envie qu'on continue. Et la majorité, en fait, si la majorité est oui, on continue, et si la majorité est non, on arrête et on passe au sujet d'après. Voilà. Donc ça, c'est pas mal pour éviter de digresser, de parler longtemps d'un truc qui intéresse plus grand monde. Il y a un autre exercice donc, qui s'appelle le brainwriting. C'est comme du brainstorming, mais un petit peu en mode fermé. C'est-à-dire on prend un papier au départ et on se pose 3 minutes et on écrit des idées sur ce papier. Donc ça peut être utilisé à différents niveaux, hein. Je ne fais pas le truc. Et donc en fait on écrit une idée, par exemple quelles sont l'action qui pourrait nous aider à faire ça. Et chacun va l'écrire et au bout d'un certain temps on fait passer le post-it à son voisin, etc. Et on tourne. Et du coup, au fur et à mesure, le but, c'est vraiment d'écrire une idée à chaque fois. Au bout d'un moment, on ne va plus avoir d'idées, parce que les premières, c'est fastoche, mais c'est comme dans le brainstorming, le but, c'est d'aller chercher vraiment les idées au fin fond, les plus absurdes, pour après les sélectionner. Et donc là, en fait, au fur et à mesure, les idées qui vont venir, on va avoir le droit de s'inspirer des idées qu'il y avait écrites avant sur le papier, pour les améliorer. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais voilà, en gros, ça permet de en même temps faire évoluer des idées pour avoir des choses un peu mieux. Et au début, on a certaines idées, et en voyant ce qu'ont écrit les autres, on peut s'améliorer également. Donc un autre exercice pour celui-là qui est pas mal pour éviter les longs monologues sans fin, comme celui que je suis en train de faire, de dire, bah voilà, machin, il va monopoliser la parole pendant un long moment. C'est ce qui s'appelle le park bench. Donc en fait, c'est un peu comme les chaises musicales. En fait, on met des chaises. Donc le nombre, je crois, alors là, je ne sais plus exactement, mais ça dépend de la taille de l'équipe, des participants. Et en fait, il y a, par exemple, on va dire, il y a 4 chaises. Vous êtes une équipe de 6, voilà. Il faut qu'il y ait toujours une chaise de vide. Et donc, n'importe qui a le droit de venir s'asseoir pour prendre la parole, en fait, dans le truc, après la parole passe. Et donc, n'importe qui a le droit de venir s'asseoir. Ah oui, pardon. Seuls ceux qui sont assis ont le droit de parler. C'est-à-dire que ceux qui sont en spectateur n'ont pas le droit de parler. Un peu comme vous maintenant, là, si j'avais des chaises pour les questions. Donc si vous avez envie de vous exprimer sur le sujet en cours, il faut vous lever, venir vous asseoir sur une chaise. Par contre, il faut qu'il y ait toujours une chaise vide. Donc quand quelqu'un vient s'asseoir sur la dernière chaise, il faut qu'il y en ait un autre qui parte. Et du coup, ça, c'est pas mal parce que ça permet de faire tourner la discussion. Et puis, il y a une animation physique aussi. Donc, enfin, physique, c'est pas sportif, hein, mais ça implique, c'est un peu de la kinesthésie ou ce genre de choses. Et ça, on a vraiment bien aimé, en tout cas. Donc voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le mettre en place. Après, c'est que de la discussion, le reste, c'est tout pareil. On a aussi expérimenté un jour du speed dating. Donc en fait, c'est pareil, c'est chacun a son idée. Choisis une idée, une action ou quelque chose, ou un problème par exemple, un problème. Voilà. Donc moi je vais prendre, on fait beaucoup de bugs. Et ensuite on va faire des petites sessions de par exemple 3 minutes,
Et chaque membre de l'équipe va parler à un autre, et après on va tourner. Ce qui fait que tout le monde va parler en face à face, enfin en tête à tête de son sujet avec quelqu'un d'autre de l'équipe, et avec tout le monde de l'équipe. Donc, c'est-à-dire que, en gros, chacun aura présenté son problème à tous les autres de l'équipe, de manière individuelle, et tout le monde aura présenté un problème. Donc si vous avez quelqu'un dans une rétrospective qui parle pas énormément, qui reste un peu en retrait, cet exercice-là est pas mal, parce que ça permet à tout le monde vraiment d'échanger et de dire ce qu'il a à dire à tout le monde. Voilà. Donc en plus c'est assez rapide, assez dynamique, c'est vraiment pas mal. Et à la fin de ça, chacun fait la synthèse de son sujet, en fait, des actions ou des idées qu'il a échangées. Un autre exercice assez rapide et dynamique, qui est plutôt utilisé pour commencer une rétrospective ou la clôturer, ça s'appelle constellation. Donc ça, c'est un exercice très simple. On fixe un point au milieu de la salle, je sais pas, vous jetez un post-it par terre ou un stylo ou ce que vous voulez, et on dit ça, c'est le centre de la galaxie ou ce que vous voulez, et on se met tous en cercle autour. Donc on fait un cercle imaginaire, et l'animateur va dire une phrase, et en fonction de si on se sent très proche, enfin très en accord avec cette phrase, ou en l'occurrence, ou au contraire plutôt en total désaccord, on va se mettre plus ou moins près du cercle. Donc là par exemple, là c'est le centre, hop, dire est-ce que je suis content d'être à l'Agile Tour? Ah ouais, super. Hein. Est-ce que, je sais pas, mince, je n'ai pas prévu ça. Est-ce que j'ai faim? Non, bon, non, j'ai pas faim. Voilà. Donc je me recule. Et du coup là, on peut enchaîner plusieurs questions générales. Il n'y a pas de justification, de discussion, etc. Mais ça permet de rapidement voir l'état d'esprit de toute l'équipe. Et puis c'est fun, c'est rigolo. Donc ça c'est pareil, ça prend 5 minutes, hein, même pas. C'est un petit exercice sympa. Encore un autre. C'est Open Item List. Alors ça permet, lorsqu'on a déterminé des actions à prendre, de dire là par exemple, j'aimerais bien m'améliorer, enfin on aimerait bien s'améliorer en tant qu'équipe sur telle chose, on va faire des tests fonctionnels par exemple. Dire on va faire des tests fonctionnels, c'est chouette. Par contre, s'il n'y a pas une personne qui est en charge pendant toute l'itération d'après, de dire hey, est-ce que là tu as fait un test fonctionnel? Hey, est-ce que là tu es sûr il y a le test fonctionnel là? Ah là on n'a pas fait de test fonctionnel, c'est pas bien. On va pas le faire. Et donc du coup, le fait qu'il y ait une personne qui soit garante de ça, ça peut vraiment souvent aider. Et l'Open Item List, c'est ça. C'est de dire, on met toutes les actions qu'on a déterminées, et chacun va aller prendre une action, ou alors, s'il y a moins d'actions que l'équipe, bah, les premiers qui vont prendre une action, c'est fait. Et du coup, on va ouvertement, on va aller s'engager à dire bah, moi, je veux bien être garant que ça, on va le faire. Voilà. Donc ça, c'est pas mal en fin de rétro. Et j'ai pété une chaise. Hop. C'est bon, elle n'a rien. Ensuite, donc un autre exercice plus simple auquel vous devez être plutôt familier, j'imagine, c'est le dot voting. C'est tout simple. On a un nombre de points voilà, qu'on va devoir répartir sur différentes choses. Par exemple, on a déterminé 3 actions. Vous avez 3 points. Il faut les répartir de la manière que vous voulez. Vous mettez 3 sur une action, une sur chacun, peu importe, suivant celle qui vous semble le plus importante. Voilà. Et ça, alors le dot voting, ça sert partout, tout le temps, dans des réunions improvisées. Est-ce qu'à midi, on mange plutôt chinois, kebab ou des pâtes? Voilà. Ça marche tout le temps, partout, et c'est super efficace. Et une petite dernière, alors celle-là, moi, c'en est une que j'aime bien. C'est les appréciations. C'est pareil, c'est pour clore une rétrospective. Donc j'ai mis émotif à se tenir parce que c'est un petit moment émouvant comme ça. Hop. En gros, c'est chaque personne, on fait un tour, juste un tour de table, et chaque personne doit dire à quelqu'un d'autre pendant cette itération, j'ai apprécié telle chose que tu as fait. Ou voilà. Peu importe, genre. J'ai apprécié quand tu es allé corriger le bug en prod alors que tu devais rentrer chez toi pour faire je sais pas quoi. Voilà. Juste ça. Et ça permet aussi, comme je disais, on est des humains. Moi, celle-là, je l'aime bien pour ça. C'est que ça permet de voir que on travaille tous ensemble et que des fois, on se dit pas des choses qu'on aime bien. Et dans les rétros,
Le but, c'est de s'améliorer, donc on va plutôt voir ce qui n'est pas bien. Et ça, c'est la petite note positive. Voilà, donc maintenant, on va passer sur la dernière partie. C'est les conseils. Vous dire ça, paf, tu fais pas. Il manquait un chat dans la présentation, donc du coup, je me suis dit... voilà. Donc là, c'est plutôt quelques conseils en fait qui me semblent importants, ou en tout cas qui m'ont semblé utiles dans notre retour d'expérience. Et donc, c'est pas vous dire ce que vous faites, pam, c'est nul, c'est de la merde, le faites pas. Mais en tout cas, c'est quelques petites astuces un peu en vrac, enfin quelque chose qui me semble vraiment important pour que les rétros marchent. Alors d'abord, c'est de trouver la bonne fréquence. Si vous n'avez pas de rythme standard avec des itérations ou ce genre de choses, ce qui était notre cas en tout cas nous, c'est-à-dire que vu qu'on est en multi-client, il n'y a pas vraiment de cérémoniaux. Au début, on avait essayé tous les mois, je crois, ou même toutes les semaines, non pas toutes les semaines, enfin je sais plus. Puis il y avait des moments où on s'était dit là ça fait quand même un peu trop souvent parce qu'on a 4 actions à faire en une semaine, calmons-nous un peu. Puis après on avait dit bon on fait tous les 2 mois par exemple, puis on fait ouais bon, on se rappelle plus trop ce qu'on avait dit la fois d'avant, machin. Donc voilà, essayez de varier les fréquences pour voir quand est-ce que ça correspond le mieux à votre équipe. Si vous n'avez pas bien sûr déjà de cadre défini. Et aussi la bonne durée. C'est-à-dire que une rétro d'un quart d'heure, ça peut très bien fonctionner. Une rétro de 2 heures aussi. Par contre, des fois, pour votre équipe, la rétro de 2 heures, ça va faire beaucoup trop. Et la rétro d'un quart d'heure, vous aurez le temps de rien dire. Donc voilà, essayez aussi peut-être de varier ces durées-là. Par exemple, nous, on avait tendance à les faire le vendredi matin, juste avant d'aller manger. Et puis, au final, on s'est rendu compte que quand on les faisait le soir, en fin de journée, genre on se disait... Bonjour. Non, il y a un mec avec une bière qui regarde les rétrospectives. Et donc du coup, en fait, on s'est rendu compte après que quand on les faisait en fin de journée, c'était pas mal. On se disait, par exemple, à 4 heures, on arrête, ou à 4h30, ou à 5 heures, peu importe. On arrête, on fait la rétro, et puis quand on a fini, on se boit une bière, on rentre tous chez nous, enfin peu importe. Mais ça évitait de couper la journée. Voilà. Ça, essayer de varier ces choses-là, ça peut aider à faire des meilleures rétrospectives aussi. Essayez de faire émerger les idées et d'avoir vraiment du feedback lors de la rétrospective, plutôt que de préparer. C'est-à-dire qu'on avait commencé, donc sans... Alors oui, ça je ne l'ai pas précisé, mais on l'a vraiment fait, c'est du do-it-yourself. On n'est pas parti en mode... parce qu'on n'a pas spécialement les moyens, et ce n'était pas notre priorité aussi, de dire... On va prendre un coach consultant, machin, qui va venir nous aider à faire nos premières rétros. On a dit, bah voilà, on va lire un bouquin, on va regarder, on va essayer, et on se casse la gueule, et après on en parle à d'autres gens. Voilà. Et au début, on a commencé en se disant, bah, venez tous avec des post-it sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Et petit à petit, alors déjà parce qu'on oubliait, parce que ceci, cela, on l'a plus fait ça, et en fait c'est beaucoup mieux, parce que les idées émergent réellement pendant la rétrospective. Alors que quand on le prépare, on arrive, on a déjà tous les idées fixes. Moi, je vais ressortir de cette priorité, de cette rétrospective, avec ce point-là qui marche. Et du coup, il n'y a plus trop d'échanges et c'était vraiment moins souple et moins constructif, à mon sens. Après, voilà. Pareil, essayez de faire des actions SMART. Alors SMART, je l'ai remis pour ceux qui sont comme moi et s'en rappellent jamais. C'est des actions qui sont spécifiques, c'est-à-dire que ça doit vraiment être, donc déjà, idéalement, quelqu'un qui le fait, c'est-à-dire qui en prend la responsabilité, et une chose pour laquelle on a tous les éléments en main. C'est-à-dire, on ne va pas dire, bah, j'aimerais que mon client gagne au loto. Ouais, c'est cool, mais voilà. Ça, c'est aussi le deuxième point. Donc, mesurable, évidemment, il faut qu'il y ait une métrique ou un indicateur, en tout cas, qui permette de voir si on s'est amélioré ou pas. Le nombre de bugs, c'est plutôt facile. Atteignable, bah voilà, il faut que ça soit, bah voilà, que tout le monde se dise, bon ça, ok, on peut le faire. Et mon client qui va gagner au loto, c'est pas forcément atteignable facilement. Réaliste, c'est-à-dire que il suffit juste que... alors j'ai une expression, mais je ne vais pas la dire, c'est filmé. Il faut juste qu'on soit capable, en se bougeant un petit peu,
d'arriver à l'atteindre réellement. C'est-à-dire que il faut que ça soit vraiment réaliste. Voilà, si vraiment on met de l'huile de coude et que c'est notre objectif et qu'on va dans ce sens-là tous, on doit être capable d'y arriver. Ou en tout cas, on pense aujourd'hui qu'on est capable d'y arriver. Peut-être qu'on ne va pas y arriver parce que c'est plus difficile que ce qu'on pensait. Mais le but, c'est d'essayer. Et également, donc, c'est le T de SMART, que ça soit temporellement défini. C'est-à-dire, je veux que dans 2 semaines, on ait fait que dans 2 semaines, on ait eu moins de 5 bugs en prod. Et c'est machin qui va s'en charger. Voilà. Là, par exemple, à notre dernière rétrospective, l'action que j'ai prise, c'était d'ici la prochaine rétrospective, il faut qu'on ait au-dessus du Kanban 3 métriques visibles. On ne sait pas ce que c'est les métriques, peu importe, on a 1 mois pour les trouver. On ne sait pas comment ça va être affiché, donc pour l'instant c'est du papier avec du scotch et c'est moi tous les matins au marqueur qui vais avancer la jauge d'avancement. Mais voilà, on a au moins ça, on sait qu'il faut 3 métriques, on ne sait pas lesquelles, donc pendant tout ça, après j'organise une petite réunion, savoir quelles métriques on veut. Puis là j'ai codé un petit truc pour faire un tableau de bord et après je vais commander un Raspberry pour le mettre sur un écran qu'on va mettre en haut. Et en 1 mois on aura ces 3 trucs. On verra si ça nous a aidé ou pas, on va pouvoir avancer. Mais c'est beaucoup plus smart et enfin, c'est beaucoup mieux que de dire, parce que ça on l'a déjà fait et en fait l'action n'est pas réalisée, que de dire on veut des métriques au mur. Parce que des métriques au mur, ça veut rien dire. Alors que là, ça aide vraiment à savoir si on y est arrivé ou pas. Un conseil qui, pour nous, a vraiment changé les choses et a investi aussi tout le monde, c'est de faciliter à tour de rôle. Donc là, c'est tout simple. On a une liste des gens de l'équipe et puis l'un après l'autre, c'est chacun qui facilite. Ça nous a beaucoup aidé aussi à trouver des exercices différents. C'est-à-dire que la personne responsable d'animer le truc, ça change à chaque fois, à chaque rétro. Donc chacun y va de son petit exercice favori, de son expérimentation, voilà. Et ça permet aussi, quand on est participant, de comprendre un peu ce que c'est d'organiser. Donc ça, c'est vrai que c'est très bien. Varier les exercices. Donc ça, je l'ai déjà dit et je le redirai jamais assez. Voilà. Le but, il y a 5 points, c'est de générer des idées et de trouver des actions d'après ce qu'on a vu de la fois d'avant. Après, il y a 1001 manières de faire ça, de combiner toutes les choses. Voilà. Ne tombez pas dans les habitudes et de toujours faire la même chose, quoi. Essayez de varier. Et puis, tout simplement, commencez à en faire. Donc là, en l'occurrence, il y en a qui n'en font pas, donc ceux qui n'en font pas, alors je ne sais pas si c'est parce que vous êtes tout seul chez vous, bon, vous pouvez faire de... Tout à l'heure j'étais au Personal Kanban, il y a des rétrospectives dans le Personal Kanban, tout seul sur son canapé, voilà. Commencez juste à, de temps en temps, voilà, vous dire comment est-ce que je pourrais essayer de m'améliorer et qu'est-ce que je pourrais expérimenter en tout cas. Voilà. Et alors ça je ne suis pas coach, expert, consultant, machin. On a tendance à se dire on va faire des rétrospectives pour s'améliorer, parce que là, ça va pas du tout. Si vous êtes en position où tout va très bien dans votre équipe, dites-vous que la rétrospective, déjà, ça pourrait vous faire aller mieux. Vous pourrez être encore mieux dans votre équipe. Et surtout que le jour où ça ira moins bien, vu qu'il y aura la rétrospective en place, ça sera plus facile de parler des choses qui font mal. Alors que si vous mettez, donc ça c'est la conduite du changement, etc., si vous mettez en place ce cérémonial à un moment où tout le monde se tape dessus et où c'est la guerre et où plus rien ne va, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir des choses constructives. Voilà, c'était le mot de la fin, donc maintenant c'est à vous de jouer. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les slides seront en ligne sur cette URL. Aujourd'hui, là, j'avais pas assez de connexion, donc je les ai pas poussés, mais ça va arriver. Voilà. Des questions ? Ou des retours d'expérience, si vous en avez aussi. Enfin, n'hésitez pas. Ouais, vous êtes au fond. Non, mais écoutez, si. Vous avez été désigné, donc je tairai le nom. Oui. Alors, pardon ?
Oui, carrément collé. Ouais, d'accord. En fait, on fait des rétrospectives mensuellement. En général, on les fait après la démo. On fait une démo générale à toute l'entreprise de ce qui a été fait dans le sprint pour les équipes qui sont en sprint, mais elles ne sont pas toutes en Scrum. Et donc, on fait, enfin, chez nous, ça s'appelle des tours de table, parce que les rétrospectives, on les fait avec le client. Et les tours de table, c'est ce qu'on appelle la rétrospective, c'est-à-dire tous ensemble, l'équipe, enfin le pôle IT en fait. Et c'est vrai qu'on a, en gros, on a toujours un peu le même cérémonial depuis le début. Donc je me dis que ça serait peut-être temps d'essayer de varier un petit peu les exercices. Et aussi de faciliter à tour de rôle. Après, le problème de la facilitation, c'est que parmi le pôle, il y a peut-être des gens qui ne sont pas super convaincus par la pratique. Donc, est-ce que leur donner le rôle de facilitateur à ce moment-là, c'est envisageable ou pas? On peut se poser la question, quoi. Voilà. C'est ma réflexion là à chaud tout de suite maintenant. Ouais, c'est vrai que là le retour, puis c'est ma seule expérience, donc c'est pour ça qu'après sur ça je peux pas trop être plus constructif. Mais nous c'est vrai qu'on est une petite équipe, donc en mode un peu familial entre guillemets. Donc du coup c'est assez facile que, enfin tout le monde est prêt à s'investir là-dedans. Déjà pour faciliter une rétrospective ou donc à plus grande échelle, déjà il y a plus de participants aussi, j'imagine. On est 16. Voilà. Même en travail de facilitation, c'est aussi d'autres compétences. Justement, savoir faire taire quelqu'un, enfin faire en sorte que ça reste constructif. Il y a aussi peut-être d'autres compétences qui, là, c'est vrai que je modérerais cette partie-là pour ça, parce que même en tant que, alors je sais pas qui les facilite aujourd'hui. Si c'est quelqu'un qui n'est pas expérimenté, ça peut être déjà aussi difficile. D'où le bouquin où je parlais tout à l'heure, où il y a pas mal d'astuces. Mais après, ça peut être peut-être une solution de proposer, en tout cas à ceux qui veulent, pour que d'autres personnes la facilitent s'ils se sentent motivés, de manière à les investir en fait, et à montrer aussi que ça peut, qu'en fait la partie facilitation, en théorie, elle devrait même pas être nécessaire si tout le monde était cadré, mais c'est voilà. Et que c'est pas la partie la plus importante peut-être. Mais c'est vrai qu'investir d'autres personnes, ça peut être une bonne solution aussi. Alors après, investir ceux qui sont le plus réfractaires, c'est à double tranchant. Mais ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est à double tranchant. voilà, mais peut y avoir aussi des petites rétrospectives par sujet ou par thématique, avec moins de personnes peut-être mises en place, et qu'ils pourraient à ce moment-là animer à un moment. D'autres questions? Quelqu'un veut le micro? Bon, et ben voilà. 42 minutes, c'est génial, quoi. C'était un objectif. Donc d'habitude, je fais un rôti à la fin des conférences. Du coup, là, il y a déjà les papiers et tout ça. Donc si vous pouviez mettre une petite gommette. Et après, bon, là, il n'y a pas mon compte Twitter et tout. Mais si vous avez des feedbacks ou quoi, n'hésitez pas à venir m'en parler. C'est toujours bon à prendre. Merci.